Et nous continuons notre saga sur le narcissisme. J'en parlais hier avec une amie et on se disait il y a vraiment des personnes qui attirent les narcissiques. Et évidemment, ce n'est pas une coïncidence et nous allons voir pourquoi. Alors déjà, pour élever le débat, j'aimerais dire que je préfère le terme de narcissique pathologique au terme de pervers narcissique. Pervers narcissique est un terme français qui est déjà utilisé depuis pas mal d'années et tout le monde comprend, tout le monde voit ce que c'est. Or, ça ne correspond pas à un terme clinique, ça ne correspond, disons, c'est le terme populaire qui correspond au narcissisme pathologique. L'inconvénient de ce terme, eh bien, c'est qu'il est jugeant. Et juger une personne qui vit une douleur psychique, qui en fait est dans des boucles, j'ai décrit la boucle justement de la honte dans la vidéo précédente, c'est une personne qui souffre beaucoup, et bien qu'elle soit aussi très capable de nous faire souffrir, si on lui ouvre les portes, eh bien elle mérite notre compassion. L'utilisation en France du terme pervers narcissique, pour moi, témoigne d'un antagonisme intérieur des personnes qui l'utilisent. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont été victimes, mais je mets ce terme entre guillemets, de personnes pathologiquement narcissiques et qui ne s'en sont pas pleinement remis. Or, il y a une loi en psychologie qui dit que l'ennemi que vous n'avez pas honoré revient, la relation que vous n'avez pas honorée se répète. C'est une loi, par exemple, qu'on trouve dans les constellations familiales. Un ennemi n'est pas un ennemi est un ami déguisé qui vient nous apprendre une leçon difficile, une leçon qu'on refuserait par ailleurs d'accepter. Donc si vous rencontrez dans votre vie, et possiblement dans votre vie amoureuse, un pervers narcissique, eh bien c'est malgré tout un cadeau que la vie vous fait pour comprendre quelque chose. Si vous mettez la faute à 100% sur cette personne en refusant de voir votre part de responsabilité, et c'est notamment ce qu'on fait par l'utilisation de ce terme de pervers narcissique, où cette personne était le diable incarné, eh bien, en fait, vous ne pouvez pas guérir, parce que vous avez sous-traité le problème était cette personne, alors qu'en fait, dans l'approche que je propose, à la suite donc de Ross Rosenberg, eh bien c'est plutôt une co-responsabilité, un tandem, une danse qu'on danse eh bien, avec ces personnes, parce que soi-même, et ça va être tout l'objet de cette vidéo justement, eh bien on a un vide identitaire. Le vide identitaire, c'est vraiment, disons, le ciment de l'attraction de la personne narcissique pathologique. Maintenant, si vous voulez continuer à utiliser ce terme, utilisez-le. Moi, je le mettrai peut-être des fois aussi en titre de vidéo, parce que c'est un repère français. Mais ce terme, fondamentalement, il ne vous fera pas du bien. Ah, lui, c'est vraiment un pervers narcissique, moi je suis bon. Eh bien, segmenter le monde de cette façon-là, c'est segmenter aussi votre âme. Alors, pour continuer d'élever le débat, et ceux qui viennent pour de l'astrologie, il y en aura plus tard dans cette vidéo, je vous rassure, eh bien, il faut dire aussi que le pervers narcissique est un miroir de l'amour intéressé que nous avons également. C'est-à-dire, là encore, quand on dit « Ah oui, lui, c'est vraiment un pervers narcissique, c'est un vampire qui a voulu me sucer de tout mon sang, il n'en avait que pour lui », eh bien, qu'on se regarde d'abord. Quel était réellement l'amour qu'on proposait dans cette relation? Est-ce que cet amour était réellement désintéressé? Faites, si vous avez vécu une relation avec une personne pathologiquement narcissique, eh bien, regardez de façon honnête quelles étaient vos motivations à entrer dans une relation à ce moment-là de votre vie. Est-ce que vous aviez un surplus d'amour tel qu'il vous fallait une personne pour donner cet amour? Ou bien, est-ce que c'était pas plus de l'ordre d'une validation de votre personne, d'une validation sociale? Si vous étiez une femme, peut-être cette idée que, avec un homme riche, beau, avec une belle carrière, eh bien, votre vie serait meilleure. Peut-être avec des beaux enfants, votre vie serait meilleure. Ou peut-être, si vous étiez un homme, le fait d'avoir une femme inspirante, une femme qui vous fasse vibrer à vos côtés, était finalement ce que vous cherchiez plutôt que réellement l'amour. Et si on regarde encore un degré en dessous de ces motivations, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de
Il y a beaucoup de cases, en fait, qu'on cherche à cocher dans une relation amoureuse. Et cocher des cases, vous comprenez bien que c'est assez différent de l'amour, en fait. On se dit, voilà, une vie réussie, on a des normes sociales qui sont données par nos parents, par notre famille, par les médias, par nos amis, par nous-mêmes, et qui définissent, qui donnent certains critères, souvent assez superficiels, de ce que c'est une vie réussie. Une vie réussie, eh bien, c'est avoir une maison de tel type, c'est avoir un partenaire de tel type, c'est avoir une carrière de tel type. Et bien souvent, et si vous êtes honnête dans les relations que vous avez peut-être vécues avec des personnes pathologiquement narcissiques, vous verrez qu'en fait, réellement, la motivation principale, souvent, avait quelque chose de cet ordre-là, de vouloir cocher des cases sociales, de vouloir cocher des cases qui nous valident par rapport peut-être à notre propre honte, par rapport à notre propre biographie. Et que l'amour, peut-être, est venu aussi, mais il est venu pas comme ingrédient principal dans la réalité de la chose. Et donc, une fois qu'on fait cette analyse de façon honnête, et qu'on se rend compte, en fait, qu'on essayait d'exprimer de l'amour, car malgré tout, on a tous, à tout moment, soif d'amour, eh bien, on peut voir donc que notre motivation n'était pas pleinement sincère, notre motivation n'était pas pleinement désintéressée, et ce que le narcissique a fait de façon, il est vrai, violente souvent, hein, par manipulation, par mensonge, par cette manipulation mentale qui fait qu'on ne sait plus ce qu'on pense, et tous les mécanismes qui sont décrits dans les vidéos sur les narcissiques, eh bien, on l'a fait, nous aussi, quelque part, à un degré moindre. C'est-à-dire, on a voulu utiliser l'autre pour nos propres besoins. Philosophiquement, on pourrait dire on a voulu utiliser l'autre comme un moyen et non comme une fin en soi. Autrement dit, on a utilisé l'autre comme un objet. Et le narcissique donne un miroir grossissant de ces tendances qu'on a tous pour montrer que l'amour, ce qu'on appelle l'amour, n'est pas encore vraiment l'amour. Il y a donc chez nous tous cette dynamique à rechercher notre intérêt dans ce que nous appelons l'amour. Donc ça déjà c'est une composante importante. Une autre composante qui joue dans l'attraction du narcissique pathologique, c'est le vide identitaire. On vit dans une société, et en fait l'état actuel d'évolution de l'humanité est comme ça, où la plupart des personnes n'ont strictement aucune idée de qui elles sont. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience d'être sur un site de rencontre, c'est une expérience assez inquiétante de comment les personnes se définissent. L'idée, sur un site de rencontre, c'est de donner une définition de vous-même qui donne une chance de rencontrer l'âme sœur, si vous la cherchez, disons, et de rencontrer une personne qui va vous correspondre profondément. Donc, en principe, vous cherchez à donner un maximum d'informations pertinentes sur qui vous êtes, sur la profondeur de ce qui vous anime, de vos motivations, de ce que vous avez vécu, de votre futur. Et souvent, on a une ou deux photos comme ça d'une personne qui est au bord de la piscine ou avec un verre d'alcool, comme c'était dans Game of Thrones, et c'est tout. On a peut-être une profession, peut-être un âge, et puis 2-3 informations sociales, et rien de plus. Alors que souvent, les sites proposent de pouvoir mettre un paragraphe ou éventuellement même une ou plusieurs pages d'informations. Donc les personnes ne savent absolument pas qui elles sont. Et c'est vrai aussi, et il est vrai que le narcissique ne sait pas beaucoup plus qui il est. Mais il a cet élan de générer de la vie autour de lui. Le narcissique est très content, ou en tout cas cherche à prétendre qu'il est très content de sa vie. Donc il va faire plein de choses de sa vie, il va faire plein de choses professionnelles, il va faire plein d'activités, il va contacter beaucoup de personnes, il va se créer aussi beaucoup de problèmes dans sa façon brutale, manipulatrice, et donc il aura aussi beaucoup d'ennemis. Mais dans tous les cas, quand on est auprès d'une personne narcissique, on a l'impression d'une vie qui va en accélérer, d'une vie où il se passe chaque jour beaucoup de choses. Et même si, dans le fond, le narcissique ne sait pas beaucoup plus que vous qui il est, ça donne l'impression d'une vie de l'âme, parce que, il se passe plein de choses à son travail, il s'est embrouillé avec telle personne, mais il a peut-être telle opportunité,
il prévoit tel voyage, il est en train de démarcher telle autre chose. La vie du narcissique est une vie assez intense. Et la personne qui, à l'inverse, est en déficit d'expression de soi, donc celui que j'appelle codépendant dans ces vidéos, donc celui qui a besoin de l'autre pour oser passer à l'action, pour oser affirmer quelque chose dans le monde, eh bien, va avoir dans cette présence, ce fait d'oser, quelque chose qui lui manque. Pensez, si vous voulez, à la relation qui existait entre Bernadette Chirac et Jacques Chirac. On a là un tandem assez typique, probablement où Bernadette Chirac est à -4 sur l'échelle de Ross-Rosenberg, donc proche du minimum possible, c'est-à-dire de la codépendance maximale, et où Jacques Chirac, sans être tout à fait un narcissique pathologique, en est quand même probablement pas très loin. C'est-à-dire, il va à fond dans ses objectifs et il se pose vraiment peu de questions sur les conséquences que ça aura sur telle ou telle personne. Il veut atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, qui des fois se trouvent peuvent aller dans le sens de l'intérêt commun. C'est pas que le pervers narcissique, le narcissique pathologique va toujours à l'encontre du bien commun. Des fois, il est très utile. Ça peut être un excellent chirurgien, justement parce qu'il a ce détachement. Ça peut être un très bon quelqu'un qui peut prendre des décisions importantes pour des entreprises. Des fois, des décisions terribles. Eh bien, une personne qui a peu d'empathie, ou un chef d'armée, type Napoléon, voilà, un fort narcissisme nous évite de passer trop par la case empathie et de prendre des décisions rapides. Et il y a des domaines dans lesquels c'est utile, et même utile pour la société. Quoi qu'il en soit, Bernadette Chirac avait un défaut d'estime de soi qui était évident, et elle était en admiration, elle avait divinisé Jacques Chirac, et chaque matin, Jacques Chirac lui disait « Tu as de la chance de m'avoir pour mari », et ce qui est incroyable, c'est que pendant les longues années de leur mariage, eh bien, elle le croyait, il y avait cette vénération parce qu'elle-même était une petite chose finalement, qui avait sûrement pas du tout eu la place ni le tempérament d'ouvrir ses ailes dans le monde, et avoir ce mari qui faisait ça avec un tel naturel, avec quelque chose de très nourrissant, de très ressourçant pour elle. Donc le narcissique déborde de vie, déborde d'opinion aussi sur les choses. Il a une opinion assez arrêtée sur à peu près tout, des choses même des fois qu'il ne connaît pas du tout. Et il y a une certaine saveur dans sa façon de présenter les choses. Le monde n'est pas fade tel qu'il est présenté par le narcissique. Il n'a pas une vie spirituelle ou psychologique incroyable, mais les petites choses qu'il vit au quotidien, et puis toutes les aventures qu'il vit pour atteindre la gloire, pour écraser les uns ou les autres, évidemment, génèrent plein de petites histoires qu'il sait très bien raconter. Et donc, indéniablement, il y a une saveur à être proche d'un narcissique. Il faut comprendre qu'une partie significative de l'attraction amoureuse, en plus donc des critères biologiques de beauté pour l'homme et de richesse pour la femme, qui ne sont pas forcément les critères que je vous recommanderais absolument, mais ils existent et ils ont leur importance, eh bien, il y a cette polarité entre le yin et le yang. L'amour, c'est une complémentarité, et c'est une complémentarité magnétique. Il y a dans l'aspect physique et énergétique de l'amour quelque chose qui est magnétique et qui tient au yin et au yang. Pour qu'il y ait une attraction et pour qu'il y ait une stabilité en amour, il faut que le yin de l'un soit à peu près aussi fort que le yang de l'autre. Donc, typiquement, c'est l'homme qui a plus de yang, parce que la biologie pousse dans cette direction, mais l'astrologie, le tempérament, la destinée, le contexte, les expériences peuvent modifier la proportion de yin et de yang à l'intérieur d'une personne. Et donc, plus une personne est yang, plus elle va attirer à elle des personnes fortement yin. Vous pouvez l'observer dans les couples autour de vous, c'est pas une règle à 100%, mais on va dire plus de 2/3 des couples fonctionnent selon ce schéma, ou qui est en fait une attraction qui est de l'ordre de la sexualité. On ne va pas, si on est dans une forte polarité yang, qu'on soit homme ou femme, être attiré sexuellement par une personne qui est aussi dans une forte polarité yang, parce que l'échange énergétique, les polarités magnétiques, les polarités énergétiques ne vont pas correspondre. Et donc, si vous avez un rendez-vous amoureux, par exemple, avec une personne de la même polarité,
ça va être décevant, ça va être gênant, ça va être bizarre, parce que quelles que soient les qualités de la personne que vous avez en face de vous, eh bien, ça ne va pas clipser au niveau énergétique. Et ça, c'est ce qui se passe avec le narcissisme. Le narcissisme est l'une des formes, le narcissisme pathologique est l'une des formes d'un yang qui est au maximum de sa force. La personne, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, est blessée, ferme sa sensibilité, donc elle ferme son yin et fonctionne en mode purement yang pour se protéger. Donc ce yang va en se renforçant au fil des années, et ce yang est fort. Et donc, il y a une attraction magnétique vers une personne qui serait de nature douce, soumise, appréciative, hésitante. Et donc, plus vous allez vous éloigner de l'expression d'un yin extrême, qui correspond au scénario de codépendance, hein, où vous n'avez pas de vie intérieure, vous n'avez pas de projet intérieur, vous n'avez pas d'identité intérieure, et moins vous allez attirer ce yang extrême du narcissique. Et plus vous allez vous rapprocher de quelque chose qui irait vers le centre, on a tous une certaine prédestination, on a tous une certaine configuration, on n'a pas tous vocation à être parfaitement androgyne et parfaitement au centre, mais quand on est fortement dans le yin, c'est souvent parce qu'on a été écrasé, parce qu'on n'a pas osé être soi-même, parce qu'on n'a pas d'idée de ce qu'on veut faire de sa vie, et ce n'est pas une bonne chose. Et du coup, on attire le narcissique pathologique. Suite à toutes ces descriptions que j'ai fait dans la première grande partie de cette vidéo, venons-en à des nouvelles solutions. Je vous avais parlé dans la première vidéo que je vous en donnerai plus, les voici. On avait parlé dans la première vidéo du soleil, qui est vraiment en astrologie le point central, le point le plus important de la carte, à mon sens plus important que l'ascendant. Et ce soleil, eh bien, c'est justement comment vous allez pouvoir vous déployer dans le monde, comment vous allez pouvoir intégrer votre personnalité dans le monde. Il est important de voir qu'est-ce qui peut l'empêcher. Hein. J'ai parlé des facteurs qui peuvent empêcher le soleil, donc notamment les carrés, les oppositions, les interceptions. Analyser qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quels sont les enjeux psychologiques, quelles sont les parties d'âme qui s'opposent dans ces oppositions ou dans ces carrés. Et puis, voir quelle est la nature de la nourriture qui va construire ce soleil, qui va construire notre personnalité. L'astrologie décrit ça de façon vraiment parlante. Par exemple, mon soleil, il est en Sagittaire, il est en maison 5, donc un facteur d'intégration de ma personnalité, ça va être les idées philosophiques et spirituelles, ça c'est le Sagittaire, éventuellement les voyages, quand j'ai eu voyagé ces dernières années, ça m'a aussi beaucoup construit, et puis c'est en maison 5, donc là je vais être amené à être créatif et à être amoureux. C'est par ce genre d'expérience, de façon privilégiée, que je vais me découvrir. Maintenant, si pour appartenir, je ne tiens pas compte de mon soleil, et je rentre en mode métro-boulot-dodo, ce serait plutôt un processus vierge, je n'ai absolument rien en vierge, j'ai Mars en maison 6, donc quelque part, ça va me construire secondairement, mais si je fais ça, je vais passer à côté de ma personnalité. Et donc, chaque signe et chaque maison appelle à un certain type d'expérience privilégiée qui va nous falloir avoir le courage de vivre pour devenir nous-mêmes. J'en donne quelques-unes, comme ça, vous avez ça dans mes différentes vidéos sur les signes, il y a quelques signes que je n'ai pas traités, je vais en parler un petit peu aussi maintenant, mais donc le Bélier, il a besoin de vivre des aventures, il a besoin de prendre des risques. Le Taureau va avoir besoin d'une vie familiale, il va avoir besoin d'avoir sa maison, le Taureau, pour se construire, pour comprendre qui il est, il va devoir le voir à l'extérieur. Le Gémeaux va devoir faire plein de petites expériences intellectuelles, c'est par sa curiosité que le Gémeaux va se connecter à lui-même, etc. Chacun des 12 signes a vraiment des moyens en fait, d'aller vers lui-même qui lui sont propres, et c'est important dans notre emploi du temps, dans nos années, dans nos mois, dans nos semaines, dans nos journées, de faire de la place pour ça, et pas simplement d'être en mode automatique, mais d'aller vers les expériences qui spécifiquement peuvent nous construire. Alors, vous allez trouver que je donne un conseil très différent de ce qu'on trouve en général sur ces vidéos,
Et dans les vidéos qui parlent des narcissiques pathologiques, on dit « fuyez-les comme la peste ». Hein, vraiment, il y a une sorte de peur viscérale dans les personnes qui ont vécu ça. Et c'est vrai que, quelque part, ce sont des personnes assez dangereuses. Si vous tissez un lien profond, notamment si vous vous mariez, si vous signez un contrat, si vous achetez une maison, c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommanderais. Inversement, pour une personne qui est profondément dans la codépendance, il y a un besoin d'exemples qui vont vous faire grandir, qui vont vous apporter cette nourriture de la puissance d'être soi dans le monde. Et c'est vrai que le narcissique, c'est un peu étrange, mais les personnes qui ont le plus de niaque, qui ont le plus envie de se réaliser, qui ont le plus envie de faire des choses, en tout cas celles qu'on rencontre le plus courant, il y a des grandes personnalités, il y a des grands hommes, il y a des grandes femmes qui font des grandes choses dans le monde, mais c'est pas ceux qu'on rencontre, vous et moi, au quotidien. Et donc c'est plus les narcissiques, en fait, qui vont avoir cette concentration d'énergie yang. Donc, c'est à évaluer. Dans quelle mesure être à une certaine distance, une distance juste, une distance qui n'est pas destructrice pour vous, de personnes avec un fort yang, le moins malsain possible, eh bien, ça donne des schémas, ça donne des postures d'âme qui sont complémentaires, en fait. C'est pour ça qu'on est amoureux de ces personnes, c'est parce que ils sont gonflés quelque part. Ils se permettent tout, ces gens-là. Donc voilà, une distance juste de ces personnes-là. Et c'est très impressionnant de les voir faire au quotidien. Par exemple, la personne codépendante change sa literie. Elle va prendre un truc, on va dire, de qualité moyenne, voire de qualité premier prix, parce que y a des choses plus importantes qu'elle dans la vie. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir besoin d'un coup de main plus tard, donc on garde de l'argent. Peut-être les enfants auront besoin qu'on s'occupe d'eux, donc on va aller plutôt à l'économie. On va prendre une housse de couette, on va dire assez standard, des choses comme ça. Et puis ensuite, on va la laver 15 minutes, rapide, à 30 degrés, pour pas polluer la planète, pour pas dépenser d'électricité et d'eau. Et quand on regarde le narcissique, lui, son schéma, il est tout à fait différent. Donc le narcissique qui achète quelque chose, quand il peut, des fois il a pas les moyens, mais supposons qu'il a les moyens, il va prendre l'un des trucs les plus chers. Ça va être très impressionnant. Il va acheter s'il achète un lit, ça va être un lit à baldaquin. Il achète une couette, ça va être une couette avec une genre de broderie, avec des motifs, des couleurs, quelque chose qui ressemble à un magazine ou à un conte de fées, en fait. Et puis ensuite, le lavage, il va le faire à 60 degrés pendant 3 heures pour que la chose sente vraiment le printemps et les pâquerettes dans la pièce. Et ensuite, il va bien le repasser parce que c'est pas n'importe qui. Donc mes affaires, je les repasse parce que voilà, je suis quelqu'un d'important. Et tout est à l'avenant, en fait. Donc pour la personne en manque d'estime de soi, en manque de construction de soi, pour la personne qui ne sait pas, en fait, comment affirmer son importance dans le monde, il y a quelque chose de très inspirant, même si évidemment c'est excessif, de voir comment le narcissique pathologique va vraiment accorder un détail amoureux à chaque détail de sa vie. S'il achète un chat, ça va pas être n'importe quel chat, ça va être un chat qui a une certaine classe. S'il achète une voiture, il va prendre une certaine voiture, etc. Quand il en a les moyens, il n'a pas toujours les moyens. Mais quand il le peut, c'est très impressionnant de le voir prendre soin de lui. C'est quelque chose de sans limite. Voilà, le conseil précédent est évidemment apprendre avec sagesse. N'allez pas vous mettre dans des relations, même amicales, avec des personnes qui vous détruisent. Là, c'est à vous de renforcer l'identité que vous avez. Quelle personne réellement m'apporte quelque chose de sensé et quelle personne est plutôt destructrice. Normalement, un pathologique narcissique à 5 sur 5 est destructeur pour tout le monde. Et là, je rejoins donc effectivement les conseils qui vous sont donnés en général. Fuyez-les. Le deuxième grand conseil que j'ai envie de donner, c'est quelle est l'histoire de votre vie? Connaissez-vous l'histoire de votre vie? Le passé n'est pas défini par le passé, il est défini par notre interprétation qu'on en a. Vous pouvez être né dans un contexte terrible, et de ça, en fait, trouver de la force. Ou bien ça peut vous détruire. Mais c'est votre interprétation du passé qui définit le passé. En tout cas, dans ce qu'il a d'actif au présent. Si votre passé vous appartient,
vous avez déjà une grande partie de votre identité. La deuxième grande partie de votre identité dont vous avez besoin, c'est votre futur. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous êtes venu réaliser sur Terre? On prend souvent les choses à l'inverse. Dans la construction de la vie, on se dit, je vais d'abord avoir de l'argent, je vais d'abord avoir une maison, je vais d'abord avoir une carrière, et puis après, j'aurai peut-être le luxe de me poser la question de qui je suis. Mais en fait, il sera trop tard, ou en tout cas, vous aurez perdu beaucoup de temps. La société ne nous pousse pas du tout à cette question de notre identité. Mais en fait, c'est réellement le rempart numéro 1 contre le narcissique. Tant que je suis dans un vide intérieur sur qui je suis la proie de n'importe qui va me dire qui je suis à travers qui il est. C'est tout le drame. Là encore, je vais donner un autre exemple. Lady Di, c'est une fille un peu perdue, vous voyez, très gentille, maîtresse d'école maternelle, qui n'a aucune idée de qui elle est. C'est juste une princesse qui a vécu dans des châteaux et qui est prête à tomber amoureux de n'importe quel prince qui arriverait. Ouais, c'est ça, en fait, le scénario le pervers narcissique, disons le narcissique pathologique, est celui qui vient avec une sorte de conte qui somme toute, est très illusoire. Lui-même, je sais pas dans quelle mesure il y croit, je crois qu'il y croit pas tant que ça. Mais en tout cas, on a cette fragilité et ce vide intérieur qui nous font signer à ce genre d'histoire. Et après, évidemment, on se rend compte que c'était pas du tout l'histoire dans laquelle on avait voulu s'engager. Mais donc, si on a déjà un scénario, et si on sait déjà d'où on vient, et si on sait déjà où on veut aller, eh bien, on va voir que ce genre de personne n'est justement pas ce qu'on est en train de chercher. Et le narcissique, lui, il a envie d'être le couple. C'est pas qu'il a envie d'être dans un couple, c'est qu'il a envie d'être le couple. Il a envie d'être la divinité, et que cette divinité a divers adorateurs, dont vous ne serez que l'un des adorateurs. Il y aura un amant, une amante, peut-être plusieurs, peut-être des amis avec des frontières pas très claires, de là où est l'amitié, là où est l'amour. Donc c'est ça, en fait, son scénario. Et vous devez avoir déjà un scénario pour ne pas pouvoir rentrer dans ce genre d'histoire. Un narcissique pathologique qui voit une personne qui a des choses intéressantes, réelles, construites à raconter, ça va pas l'intéresser. Il a envie de briller, d'être au centre. Donc si vous êtes suffisamment au centre de votre propre vie, parce que vous avez compris votre vie, parce que vous l'avez cherché, le narcissique, pour lui, il n'y a rien de pire qu'une personne qui est capable de briller, qui est capable de rayonner. Il a envie d'une personne, simplement, qui est capable, jour après jour, de l'applaudir, de l'adorer, de le soutenir dans ses projets. Donc, si vous avez vos propres projets et que vous avez autre chose à faire que les projets du narcissique, soyez tranquille, ça ne l'intéressera pas. Pour construire son identité, eh bien, l'astrologie est un miroir aussi qui est très intéressant et, à vrai dire, évidemment beaucoup plus sécure que le fait de fréquenter des narcissiques. Vous pouvez fréquenter des narcissiques, par exemple Iron Man dans les Avengers. Ça peut être sympathique de regarder ce genre de film où il y a des fortes personnalités, des Tom Cruise par exemple, des John Wayne, enfin il y en a plein, hein, des personnes avec un très fort yang dans les films, dans les séries, et ça peut vous nourrir de façon saine sans être réellement en contact avec ce type de personnes tout de même assez toxiques et assez dangereuses. Mais donc, par ailleurs, l'astrologie vous donne une cartographie très intéressante de votre identité. J'ai déjà un petit peu parlé du soleil. Dans les éléments qui vous permettent de vous définir, de progresser, d'aller vers vous-même, eh bien, on a notamment aussi Mars et Saturne. Mars et Saturne, c'est deux polarités yang importantes de la carte, après le soleil donc. Mars, il va, et j'ai une vidéo récente là-dessus, vous pouvez la regarder, qui décrit l'importance de Mars pour trouver son courage. Et puis Saturne, c'est aussi comment je mets ma structure, comment je construis ma structure, comment je construis ma discipline, comment je travaille. Toutes ces choses qui en fait permettent justement de faire ce que font les personnes à fort yang et qui manquent donc en général aux codépendants. Donc regardez en détail les positions de Mars et de Saturne dans votre carte,
ça vous donnera des indications précieuses sur comment rééquilibrer le yin et le yang en vous pour ne pas, par manque de yang, attirer un yang excessif. Je vous donne l'exemple de ma propre carte. J'ai un soleil qui est en Sagittaire, donc cela c'est plutôt yang. En revanche, ce soleil il est intercepté, c'est-à-dire que le contexte familial, en général, hein, l'interception correspond à ça, ne donne pas vraiment la nourriture dont aurait besoin ici le soleil. C'est-à-dire que le Sagittaire va théoriquement s'intéresser au sujet de philosophie supérieure, chose qui n'était pas au cœur des discussions familiales dans mon enfance. Ça c'est venu après, mais c'était pas le cas disons, dans mes premières années. Donc ce soleil, il est intercepté, et en plus, il est conjonction Neptune. Neptune, c'est le maître des poissons, c'est une énergie qui correspond au signe des poissons. Donc on a un soleil qui va avoir une tendance, comme le signe des poissons en général, à être extrêmement dilué, à avoir des frontières un petit peu floues, hein, si vous avez des éléments en poisson, ou en maison 12, eh bien ça donne cette impression de plus trop savoir où est moi, où est l'autre, qu'est-ce que je veux, etc. Le poisson, j'ai fait une vidéo là-dessus, demande un travail d'intégration vraiment spirituel profond pour ne pas se diluer ou ne pas simplement être chuinté, et puis on vit comme si on n'avait pas ses intuitions, hein, il y a beaucoup de poissons qui vivent comme ça donc. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai cette base déjà. Et puis ensuite, j'ai un pôle très fort en balance. Hein. Balance, c'est ce côté Rimbaud, c'est ce côté je m'ouvre, là encore, mais de façon poétique, amoureuse. J'ai une curiosité pour le moi de l'autre et un intérêt moindre pour mon propre moi. Et donc, j'ai Jupiter et Saturne qui sont au descendant. Donc mes racines, quelque part, elles sont dans cette grande ouverture à l'autre. Je me définis par cette compassion, par cette empathie intellectuelle, par cette observation de tous les points de vue du monde. Donc vous voyez qu'avec ces deux choses, déjà, j'ai une bonne propension, un bon risque de me définir par l'autre, par dilution et par intérêt à tous les points de vue possibles. Donc, chez moi, ce risque, il est réel. Ce qui est intéressant, ici, du coup, ça va pas être tellement Saturne, puisque Saturne, il est en balance. Il va pas tellement... ce Saturne en balance, voilà, je me construis par l'intégration des différents points de vue. Ça va pas renforcer ma polarité yang. En revanche, mon Mars, lui, va pouvoir m'aider, puisque... Et puis Pluton non plus, hein, puisque j'ai le Pluton balance de ma génération. Mais Mars, par contre, présente une polarité intéressante, puisque mon Mars, il est en Capricorne, donc il est exalté. Et puis, il est en maison 6, donc il a un côté, c'est l'équivalent Vierge, qui est assez neutre, à mon sens, du point de vue yin-yang. Hein. La Vierge, elle a un côté féminin de douceur, de réceptivité, mais un côté quand même très rationnel et très bosseur, donc un signe pour moi assez neutre du point de vue du yin et du yang. Ce qui est intéressant, donc là, c'est le fait Capricorne, c'est-à-dire il y a une ambition, il y a un désir... il y a un désir de devenir, d'avoir du courage dans des ambitions, éventuellement professionnelles, parce que maison 6. Donc là, je dois thésauriser là-dessus, je dois travailler dur pour acquérir des compétences, hein, Mars en maison 6, pour finalement briller quelque chose de l'ordre d'une mission. Hein. Le Capricorne, c'est ce signe qui se sent investi d'une mission, donc des fois il va se renfermer trop sur soi pour accomplir sa mission, mais ici c'est intéressant, le Capricorne est une bonne polarité yang, qui avec Mars qu'il est aussi, me donne, si vous voulez, une protection en fait par rapport au narcissisme extérieur, puisque là je peux avoir cette volonté persévérante d'acquérir des compétences qui vont me donner un rôle dans la société, et de là j'aurai une histoire, de là j'aurai une identité claire dans le monde qui fera fuir les narcissiques. Donc faites cet exercice de regarder, est-ce que mon Saturne il est dans un positionnement, si c'est des positionnements fragiles, hein, là encore, si c'est des planètes qui reçoivent beaucoup de carrés, beaucoup d'opposition, ça va me demander un gros travail de thérapie, d'intégration pour pouvoir être utile, mais pourquoi pas, hein, il y a des personnes qui ont réussi ce genre de travail. Et puis, est-ce que c'est surtout dans un signe yang, hein, c'est sûr qu'un Mars Cancer ou Poisson, ça a beaucoup de charme, ça a beaucoup d'intérêt, mais c'est pas très yang. Et de même pour un Saturne.
Eh bien voilà, c'est ça que j'avais envie et même la joie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît, cette approche où on essaie d'aller plus au fond des choses, pas juste fuyer, ils sont méchants, mais de rentrer dans les qualités, les complémentarités et comment on peut se nourrir quelque part, hein, être plus dans une posture d'arts martiaux par rapport, sans, voilà, ne prenez pas des risques, hein, n'allez pas fréquenter des personnes qui détruiraient votre vie. Mais voyez quand même les qualités de ces personnes et fréquentez-les plutôt à distance dans des films. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, quelles sont vos expériences, comment votre Mars ou votre Saturne vous ont peut-être sauvé, ou vous êtes en train de faire un travail pour intégrer votre Mars, votre Saturne, votre Soleil pour retrouver ce côté yang en vous, et peut-être s'il y a des narcissiques pathologiques ou qui ont quelque chose dans cette direction, qui regardent cette vidéo, comment vous développez votre yin. J'en ai pas encore parlé, ça pourrait être une vidéo que je fais sur le développement du yin, à travers donc principalement les signes de Cancer, Balance, Poisson et Gémeaux, qui sont vraiment les signes qui ont le plus de douceur et d'empathie, qui peuvent équilibrer des excès de yang dans une carte natale. Mettez-moi si ce sujet vous intéresse. Sinon, mon idée pour une prochaine vidéo, eh bien, c'est de vous parler à nouveau de la honte et comment on guérit de la honte. Celui qui contrôle la honte contrôle le monde, à vrai dire. Les personnes sont comme un peu dingues avec la honte. Quand il y a un sentiment de honte, ils sont prêts à absolument tout, vraiment, vraiment absolument tout. À insulter des gens, à payer des sommes incroyables. Donc, je vous parlerai vraisemblablement dans la prochaine vidéo de c'est quoi la honte, astrologiquement, comment elle se manifeste, la honte. On parlera donc à nouveau, a priori, de Pluton, hein, puisque Pluton a à voir avec ce cerveau reptilien et cette réaction très primordiale d'appartenance aussi. Voilà, mettez-moi donc dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, ça me fera plaisir, et je vous dis à bientôt pour plus d'aventures autour du narcissisme.